Michel Drucker, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir et merci de me recevoir dans votre studio, dans le studio Gabriel. Merci de m'accorder quelques minutes de votre temps si précieux. Je voudrais commencer par une citation d'Edgar Tolle, écrivain canadien. Et voilà ce qu'il dit: je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions sensorielles, ni mes expériences. Je suis la conscience, je suis le présent, je suis. Et vous, Michel Drucker, qui êtes-vous? Ah, ça c'est une question compliquée. Est-ce qu'on sait vraiment ça? Est-ce qu'on peut répondre facilement à une question comme celle-ci? Ce que je sais, c'est que j'ai l'impression que je ne suis plus le même. Je ne suis plus celui que j'étais il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et pourtant, c'est mon frère Jacques, qui était un brillant pédiatre, un spécialiste de l'enfance, qui me disait que finalement, tout est réglé entre 0 et 10 ans. On ne changera jamais. C'est-à-dire, tout est déjà dessiné, tout est déjà décidé. Ce qu'on deviendra, on le sait déjà lorsqu'on a une dizaine d'années. Après, on grandit, mais l'essentiel est là. Et d'ailleurs, quand je me regarde des images de moi sur des magazines ou des photos de l'enfance que j'ai données déjà à des journalistes, j'ai fait un livre qui s'appelle Qu'est-ce qu'on va faire de toi, où j'ai 12 ans. Tous me disent, c'est incroyable, c'est toi déjà. C'est-à-dire que maintenant les années ont passé, je suis plutôt un senior, et de loin, mais j'ai l'impression que je suis quelque part celui que j'étais gamin. Voilà. Je suis devenu un homme, un adulte, mais tout était déjà là. Vous savez, vous êtes dans le cercle de pensée Devenir pour agir. Êtes-vous devenu qui vous êtes au cours de toutes ces années? Ce que je savais, étant autodidacte, n'ayant pas eu un cheminement classique comme mes frères par exemple, ou comme d'autres qui sont couverts de diplômes. Mes parents, on était 3 frères et ils rêvaient que les 3 soient des maillots jaunes, des numéros 1, dans des domaines différents. Mon père voulait qu'il y ait un haut fonctionnaire, comme mon père était d'origine d'Europe centrale, naturalisé en France dans les années 37. Il voulait que ses fils fassent mieux que lui. Remercie la France de nous avoir accueillis, venant des Carpates, de Roumanie et d'Autriche, de l'Empire austro-hongrois. Il voulait qu'il y ait un haut fonctionnaire, il voulait qu'il y ait un grand intellectuel, un grand musicien ou un grand médecin. Mon frère Jacques, le plus jeune, est devenu un grand médecin, épidémiologiste, professeur de santé publique, à la retraite. Mon frère Jean, qui a créé M6, a fait Sciences Po et l'ENA, brillant énarque. Et moi, j'étais l'autodidacte. Donc il a fallu que je me construise. Et quand j'étais gamin, et que mon père me disait, j'en ai fait le titre d'un livre, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Je me disais, qu'est-ce que je vais devenir, puisque je n'ai pas les prothèses espérées par mes parents pour réussir, car pour mes parents, il n'y avait pas de salut en dehors des études supérieures, les études, et de préférence dans les grandes écoles. Et moi, c'était le contraire de ça. Donc je me suis dit, je vais inconsciemment leur prouver qu'on peut se construire et qu'on peut devenir quelqu'un sans être passé par la voie royale, que sont les études supérieures, que j'avais pris un peu en grippe. Je n'aimais pas les intellectuels, parce que c'était ridicule, parce que je trouvais que les intellectuels que je rencontrais, même quand j'étais déjà journaliste, ne se mettaient pas à la portée de ceux qui ne l'étaient pas. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que l'intelligence et la culture, ça n'a rien à voir. C'était la grande conversation que j'avais avec ma mère. Elle me disait, t'as vu, un tel est couvert de diplôme. Je dis, maman, il est peut-être couvert de diplôme, mais c'est un imbécile. Pourquoi tu dis ça? Je dis, parce que moi, je le connais. Je dis, maman, arrête de confondre la culture et l'intelligence. On peut être très cultivé et pas être une flèche intellectuellement, et quelqu'un d'extrêmement brillant sans une grande culture. Ça n'a rien à voir. J'ai rencontré dans ma vie des gens magnifiques qui n'avaient pas fait d'études, qui s'étaient fabriqués une culture
une culture sommaire, mais qui était d'une intelligence redoutable, et qui compensait cette absence de diplôme, qui n'avait pas lu tout Balzac et tout Maupassant, et tout Voltaire, mais qui avait une perception de la vie, une intelligence fulgurante. C'est pour ça que quelque part, je ne dirais pas que je suis fier d'être un autodidacte, mais le fait de ne pas avoir d'études, ça m'a manqué, certes, mais j'ai compensé par autre chose. Ça ne vous a pas empêché de réussir. Ça dépend ce qu'on appelle la réussite. Oui. Pour moi, je n'ai pas réussi ce que je voulais faire, puisque ma vraie vocation, c'est d'être médecin. Voilà. Je voulais être médecin. Le médecin des gens défavorisés, comme l'était mon père, le médecin des ouvriers, des paysans, des gens qui ne roulaient pas sur l'or, des gens du bas, de la France d'en bas. Et ça, c'était ma vraie passion. Alors mon père, avant de mourir, il a dit, mais mon fils est devenu quelque part un médecin des âmes. Donc, est-ce que je suis fier de ce que je suis devenu? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup travaillé pour me construire. Est-ce que j'ai réussi? La construction, elle n'est pas encore terminée. Michel Drucker, c'est magnifique ce que vous dites. En fait, vous êtes, à mon sens, vous êtes médecin, vous rentrez toutes les semaines dans le Salon des Français, dans le cœur des Français depuis des dizaines d'années. Ouais. Depuis des dizaines d'années, vous êtes un amoureux des rencontres, vous êtes un amoureux de la personne. Comment définissez-vous la personne? Qu'est-ce qu'une personne pour vous? C'est très important. Moi, je dirais que si j'ai réussi ce parcours qui est assez long, on me pose souvent la question, vous êtes là depuis une dizaine d'années, comment expliquez-vous cette longévité? Vous êtes là depuis 57, 58 ans, dans 2 ans, ça fera 60 ans. 60 ans, j'arrive pas à le réaliser moi-même. Moi, je pense, et c'est parce que je voulais être médecin, et ça m'a beaucoup aidé, je pense qu'on ne peut pas faire une longue carrière dans mon univers si on n'a pas le goût des autres. Oui. Le goût des autres. C'est le titre d'un film, le goût des autres. J'ai toujours eu le goût des autres comme mon père, c'est pour ça que je voulais les soigner. Moi, j'aime les gens. Qu'ils soient célèbres ou pas célèbres, qu'ils soient diplômés ou pas diplômés, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, j'ai besoin de parler aux gens. J'ai besoin d'avoir un rapport complice très vite avec les gens. J'ai besoin de tout savoir sur eux. Et ça peut me prendre souvent beaucoup de temps dans les circonstances inattendues. Je peux passer 2 heures avec un SDF rencontré dans mon quartier qui fait la manche ou qui est au Resto du Cœur et avec qui je sympathise et qui me raconte son parcours. J'y prends autant de plaisir, sinon plus, à la énième conversation avec une star célèbre dont j'ai fait le tour depuis longtemps. C'est-à-dire que mon problème dans mon métier, c'est que je ne l'avais pas voulu, c'est arrivé comme ça. Je suis entouré que de gens célèbres. Et j'ai eu comme interlocuteur depuis la 3e génération des chanteurs célèbres, des acteurs célèbres, des actrices célèbres, des hommes politiques célèbres, des sportifs célèbres, que des gens, des écrivains célèbres, que des gens qui étaient entre guillemets des vedettes. Et j'ai essayé de mettre dans la lumière des gens qui voulaient devenir vedettes. Mais en réalité, je m'en suis méfié et je m'en méfie toujours. Il faut se méfier de la notoriété et du statut de star de certains personnages qui sont sortis du rang. Parce que être célèbre, c'est pas un état normal. La célébrité, c'est pas quelque chose de facile à gérer. Sortir du rang, être connu par l'enfant, un pays entier, et même au-delà des frontières, pas maintenant par les TV5 et les satellites, c'est pas une vie normale. C'est comme être très riche, c'est pas une vie normale. C'est pas facile d'être très riche. Parce qu'être très riche, quelque part, c'est, qu'on le veuille ou non, perdre le contact avec ceux qui ne le sont pas. J'ai appris ça de mon père. Ce qui fait que moi, le statut de quelqu'un de célèbre, c'est pas quelque chose qui me donne le plus de plaisir. Ce
Ce qui me donne le plus de plaisir, c'est que ça m'a donné accès à des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer. Oui, oui. Ça, c'est vrai. Le jour où j'ai rencontré Hillary Clinton, où j'ai rencontré Robert Mitchum, où j'ai rencontré Robert De Niro, où j'ai rencontré M. Mitterrand, où j'ai rencontré David Bowie ou Paul McCartney, jamais j'aurais pu les rencontrer sans ça. Mais, avec le recul, mes plus belles rencontres ont été globalement avec des gens inconnus. Et le meilleur souvenir que je garde des stars, c'est quand je les ai rencontrés inconnus. Oui. Je préfère les moments que j'ai passés avec Céline Dion débutante que les moments que j'ai passés avec Céline Dion vedette planétaire. Oui. Parce que la célébrité, comme la richesse, fait qu'un jour ou l'autre, sans que vous vous en rendiez compte, vous changez. Vous n'êtes plus le même. Et pour une raison très simple, souvent c'est pas votre faute, c'est que les gens qui vous aiment depuis toujours ne vous regardent pas avec la même façon. Oui. C'est Mais dommage. c'est dommage. Les gens qu'on a connus quand on était inconnus et qui sont restés vos copains, même eux changent. Ils changent parce qu'ils sont persuadés que nous, on a changé. Non, on n'a pas changé. C'est le regard qui a changé. Oui, c'est ça. Moi, c'est pas Michel Drucker qui est intéressant. Pour ceux qui m'aiment bien, je leur dis, c'est Michel. Qu'est-ce que c'est que la célébrité? Surtout à la télévision. C'est du sable qui vous dit entre les doigts. C'est quelque chose d'extrêmement fragile. Ça s'oublie à une vitesse formidable. C'est-à-dire que la célébrité est extrêmement dangereuse, qu'on soit un acteur, un chanteur, un homme politique, une vedette de télévision, parce que ça ne dure pas. Ça ne dure pas ou ça risque de ne pas durer. Des carrières très très longues, sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça se compte sur le doigt d'une main. Vous en faites partie. Oui, mais ça, je m'en méfie beaucoup. Oui. Mais ça me confère maintenant un statut qui me rassure parce que, quelque part, je suis une espèce de vestige pittoresque. Je suis une espèce de personnage qui fait partie des familles depuis 1964-65. Mais ce que je préfère dans la carrière des gens célèbres, c'est la période où il n'était pas. D'accord. Michel Drucker, c'est magnifique la conception de la personne Je ne sais que pas si on vous comprend avez. bien ce que je veux dire, Si. mais que la célébrité change des gens, qu'on le veuille ou non. Oui. Et moi, l'effort que j'ai fait, plus maintenant ça y est, je sais, c'est que j'avais peur qu'on me regarde différemment, et j'avais peur, sans m'en rendre compte, de changer, de ne plus être celui que j'étais quand j'étais inconnu. Et vous êtes resté vous-même. Je l'espère. Vous êtes resté vous-même. Michel Drucker, vous êtes rentré dans le cœur des Français depuis des décennies. Vous faites battre le cœur des hommes et des femmes. Vous venez d'écrire un livre en avril 2021, Ça ira mieux demain, Oui. aux éditions Robert Laffont. Ma première question, allez-vous mieux? Oui. Ça ira mieux demain, ça va déjà mieux aujourd'hui, mais beaucoup mieux qu'hier. Oui. Ça ira mieux demain. Quand j'étais sur mon lit de douleur, où le pronostic vital était engagé pendant quelques jours, j'ai pensé que je ne reviendrais plus à ce métier et que j'aurais des séquelles. Ce qui m'a démoralisé, c'est de voir que pendant tous ces mois passés à l'hôpital, en plus le confinement, j'ai vu partir plein de gens que j'aimais beaucoup. Certains sont partis terrassés par le Covid. Sont partis Christophe, Annie Cordy, Michel Piccoli, Claude Brasseur, Pierre Cardin, un peu plus tard Jean-Paul Belmondo, Guy Bedos, plein de gens que j'ai beaucoup aimés, que je connaissais bien, qui sont partis. Et ce qui fait que j'ai appelé ça Ça ira mieux demain, c'était en même temps une pensée pour Annie Cordy, mais Ça ira mieux demain, c'était aussi un message pour les gens en disant voilà, on en sort du Covid, le meilleur est à venir. Oui. C'est ce que je voulais dire. Oui. Mais c'est un livre que j'ai voulu écrire pour rendre hommage au personnel soignant qui m'a beaucoup aidé à sortir de l'impasse. Et c'est un livre qui est en même temps, qui m'a aidé à supporter l'hôpital. Je n'étais pas en état, mais en rééducation, j'avais un petit peu de temps. Je me suis dit, il faut que je garde par écrit tout ce que je viens de traverser, car c'est mon premier coup dur. Et c'était la découverte pour moi de la solitude, du silence, moi dans le métier de parler, la découverte de la douleur. Je ne sais pas ce que c'était que la douleur, je ne sais pas ce
c'était avec la morphine, avec les antidouleurs. Et c'était pour moi un apprentissage de la rééducation et surtout bien le recul que je devais prendre et avec les interrogations sur, bon, je vais peut-être être plus là la semaine prochaine, est-ce que c'est si dramatique que ça? Oui. Je ne suis pas croyant, mais je me suis posé des questions. Oui. Pour la première fois, je me suis dit, mais et alors? Je vais les retrouver. J'ai peut-être retrouvé Claude François, Oui. Johnny, Edith Piaf, Montand, Bécaud, Léo Ferré, Jean Ferrat, tous mes copains. Et finalement, on va poursuivre la conversation et je vais surtout retrouver mes parents. Donc j'avais dédramatisé ça et tout le monde m'a demandé quand je sortais de l'hôpital, alors, tu l'as vu, le tunnel blanc? Oui. Tu as vu? Quand tu es passé de l'autre côté ou pas de... Je dis non, mais je m'y préparais. Et j'avais dédramatisé tout ça. Alors, Michel Drucker, vous venez de faire une belle transition parce que dans les mots que vous venez de prononcer, vous me faites penser à cette belle phrase de Michel Houellebecq qui souligne qu'il y a un coin de solitude dans le cœur de l'homme que personne ne peut atteindre. Michel Drucker, vous avez vécu des moments de solitude dans votre lit d'hôpital. J'ai découvert la solitude. Oui, c'est ce que vous disiez. Quel regard avez-vous sur la solitude? D'autant plus que vous n'êtes pas un homme solitaire. Non. J'ai appris pendant une petite année à rester seul. À cause du Covid et de mon hospitalisation, je ne voyais pratiquement personne. Mes très proches de ma famille sont venus voir 2 ou 3 fois. Ils n'avaient pas l'autorisation de venir. Et surtout, ce que personne n'a dit à propos de cette traversée du désert, ce que tous les Français, et pas en France, mais dans le monde, on a vécu, c'est que je n'ai vu que des regards. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, je n'ai vu que des regards. Quand j'ai fait un pot de remerciements au personnel de Georges Pompidou, j'ai voulu les remercier. En 2 fois pour que tous les infirmières, avec leur planning de jour, de nuit, puissent quand même me voir. Je leur ai amené mon livre. Et tous les médecins, les réanimateurs, tous les spécialistes qui m'ont guéri. Pour la première fois, ils ont enlevé le masque. Je dis, Et là, c'était... Oui. ah ben ça y est, j'avais vu que des regards. Et c'est extraordinaire parce qu'il y a que dans certains pays du Golfe, pour des raisons qu'on connaît, que les femmes sont voilées, qu'on ne voit que leur regard. Et là, pour la première fois, finalement, le masque avait remplacé le voile. C'est ça. Hein, Oui. c'est comme si, Oui. pendant des mois et des mois, on avait des femmes, puisque la majorité du personnel soignant sont des femmes, de tous les horizons, je voyais que leur regard. Donc, j'ai appris à deviner ce qui se passait dans le regard. J'ai découvert la solitude, mais j'ai découvert une façon de communiquer que ceux qui ne parlent pas Avec connaissent. les yeux, oui. C'est-à-dire, c'est comme si on était des muets puisque personne ne parlait. Et à travers le masque, c'était compliqué. Et c'est des petites phrases de rien. Donc j'ai deviné le regard des gens. C'est fou ce qu'on voit dans le regard des gens. Et j'ai découvert finalement que, je le dis dans mon livre sur l'écran noir de mes nuits blanches, comme dirait Nougaro, moi je me fais mon cinéma, et je me suis aperçu que le temps s'écoulait plus vite que je le pensais, et pas seulement parce que j'avais toujours une télévision qui était allumée, c'est que j'ai gambergé, et j'ai vu repasser, je prépare en même temps un nouveau spectacle, où je parle justement de mes heures de solitude et de gamberge. Et finalement, je me suis aperçu que j'avais vécu tellement de choses dans ma vie, et comme j'ai une très 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 bonne mémoire, eh bien, en 6 mois, j'ai revu 58 ans de ma vie. Et 58 ans de ma vie, comme j'ai une très 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 bonne mémoire, il y a des jours où je dis, tiens, aujourd'hui, je vais penser à Ferrat. Aujourd'hui, je vais penser à Pierre Perret. Tiens, aujourd'hui, Claude, Johnny. Et finalement, j'ai passé, c'est comme si je lisais un livre, et j'ai passé beaucoup de temps à penser aux autres, qui était un très bon exercice. J'ai appris le silence, j'ai appris à écouter le silence, et j'ai appris surtout à
à relativiser. Mm. Je suis passé par tellement de stades, tellement j'avais un grave problème de santé, que je me disais, voilà ce que j'ai vécu, qu'est-ce que tu peux en tirer comme enseignement? J'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à mon enfance, j'ai pensé à ma famille évidemment, et puis de temps en temps la nuit, quand c'était un peu plus calme et que j'avais pas trop mal, j'ai interrogé les aides-soignants, leur vie. Et moi qui suis fils et frère de médecin, je me suis rendu compte que ce que je disais tout à l'heure, quand on a réussi, ça veut dire quoi réussir? Réussir, c'est pas réussir dans la vie, réussir sa vie. D'abord, réussir sa vie, c'est avoir la chance d'avoir comme métier une passion. Moi, quand on me dit c'est une addiction, je dis non, c'est une passion. Donc, quand on fait d'une passion un métier, c'est extraordinaire. La fatigue de la passion, c'est pas la même fatigue que la fatigue de l'ennui et de la fatigue de la non-passion. Et donc, j'avais des journées qui étaient plutôt denses, plutôt riches. La nuit, c'était plus compliqué parce que souvent, je n'avais pas sommeil, mais je parlais. J'interviewais pas trop longtemps, mais quand une aide-soignante vient à 4 heures du matin, vous changez votre perfusion, vous prendre votre température, vous prendre sa tension, je me dis, mais quelle vie est là, cette dame? Et quand on a le goût des autres, on s'aperçoit qu'on n'a pas à se plaindre. On dit, comment ça? Tu vas t'en sortir? Tu es un nanti, tu n'as pas de problème économique, tu es entouré par les meilleurs chirurgiens, et tu as en face de toi une dame, souvent issue de l'immigration, du bassin méditerranéen, des Antilles, de la Réunion, d'Afrique, du Maghreb, qui sont mal payés, qui ont un métier très très dur. On les a applaudis sur les balcons il y a quelques mois, tout le monde les a oubliés. Et je dis, tu vas te plaindre? Et quand j'interrogeais les gens, je me disais, oh mon Dieu, vous avez quel âge? Vous êtes marié? Oui. Votre mari, au chômage. Vous habitez où? En banlieue. Vous prenez votre poste à 7 heures du matin, vous êtes levé à quelle heure? 4h30. Vous avez 2 enfants? Oui. Donc vous en sortez, je m'en sors pas. Je suis fatigué, je suis crevé, mais je tiens. Tout ça avec des visages lacérés de masques. Mais de masques, c'était pas des masques normaux qu'avaient les affaires, c'était des scaphandres. Il ne fallait pas que le Covid passe par l'étage de la cardiologie, c'était dramatique. Et finalement, c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Je me suis aperçu en sortant de là, je me suis dit, mais plus jamais j'aurai des états d'âme, plus jamais. Plus jamais, c'est fini. Chaque jour qui passe, c'est un cadeau de la vie. Donc j'ai appris beaucoup. Finalement, je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas... mais j'ai fait un peu de la philo à ma manière. C'est-à-dire que j'ai beaucoup réfléchi à ma vie et je me suis dit, voilà, avec ce que tu viens de vivre, il va que ça te serve à quelque chose pour la suite. Et comme dirait mon ami Claude Lelouch, qui m'a beaucoup soutenu, le metteur en scène, les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues, je sais maintenant que chaque jour est un cadeau. C'est magnifique, Michel Drucker. Et surtout, quand je croise une infirmière maintenant, je suis fils et frère de médecin, mais entre être le visiteur d'un ami qui est à l'hôpital et le visiter, c'est pas la même chose. Celui qui frappe à la porte pour passer une demi-heure avec un malade, souvent des gens, j'étais là quand ils sont morts. Il y a plein d'artistes qui étaient des amis à qui je suis venu dire au revoir. C'est pas la même chose. Quand on est le patient, quand on le lit, c'est pas la même chose. Et surtout, quand on en sort, on se dit, toi, t'en es sorti, t'as retrouvé toutes tes facultés, d'autres s'en sont pas sortis. Oui. Qui fait qu'on relativise. Je veux dire, je suis sûr maintenant que le stress qui m'a terrassé, car un des problèmes cardiaques que j'ai eu, c'est le stress, parce que j'ai une vie de moine. Je n'ai pas de surcharge pondérale, je fais du sport, je mange très peu, je bois pas, je fume pas, j'ai la même vie depuis des années, je suis marié depuis 50 ans, ça ne devait pas m'arriver.
Donc c'est le stress. Parce que je suis d'origine d'Europe centrale, mon père était comme ça, c'était un peu anxiogène à la maison. On avait des raisons compte tenu du parcours de mes parents, venus de loin. Mais je sais que j'ai réussi en partie pour l'instant à domestiquer, à apprivoiser une maladie terrible qu'est le stress. Michel Drucker, le temps malheureusement passe très vite, mais j'ai encore une ou deux questions. La seule certitude que l'homme a, c'est qu'il sait qu'il va mourir. Michel Drucker, vous êtes passé très très proche de la mort. Avez-vous peur de mourir ou êtes-vous angoissé à l'idée de mourir? Si je suis pas mort là, je mourrai jamais. On m'a tout refait, j'ai un cœur tout neuf. Les cardiologues me disent, avec ce qu'on vous a fait, vous êtes là encore pour des années. Eh bien, j'ai pas peur de la mort, mais le jour où elle frappera à ma porte, je suis pas sûr de répondre présent. Ça, c'est de Woody Allen. C'est que elle va encore attendre. Voilà. Je dis à la mort, soyez patient, dans 10 ans. Non. C'est-à-dire que mon challenge maintenant, j'ai voulu toujours durer, moi. Bon. C'est-à-dire, je n'aime que les familles qui durent, que les amitiés qui durent, que les carrières qui durent. Mais pour ça, il faut avoir une santé qui dure. C'est ça. Et une fois qu'on a réuni tout ça, qu'on a une bonne santé, on se dit, je ne suis pas immortel, mais je me dis que maintenant qu'on m'a refait tout ça et que je suis en train de changer ma vie pour être plus détendu, je me dis, mais je vais peut-être être le plus ancien de l'histoire de la télévision. Je m'en rapproche déjà. Oui. Dans 2 ou 3 ans, ça va 60 ans de carrière. Dans 3 ans, je n'aurai que 92 ans. Hugo Frey a 92 ans, il chante toujours. Aznavour est mort à 94 ans. Il y a plein de gens qui ont 90 ans. Tony Bennett chante encore à 90 ans. Bon. Donc, je me dis, après tout, si j'ai encore 10 ans devant moi, c'est magnifique. Alors, comme on me dit souvent, est-ce que c'est pour me flatter ou est-ce que c'est la vérité? On me dit, tu sais, tu fais pas ton âge. On me dit, tu fais beaucoup moins. Donc, si on me dit toujours, mais toi, tu fais 70 balais maximum, j'en ai 80. Donc, si à 90 ans, on me dit, t'en fais 80, et si à 100 ans, j'aurai 90, ça me laisse une grande marge. Alors, pour répondre à votre question, non seulement j'ai pas peur de la mort, mais je crois que je ne mourrai jamais. Vous êtes immortel. Michel Drucker, avec toute la carrière que vous avez eue, vous sentez-vous accompli ou vous sentez-vous heureux? Êtes-vous heureux? Et je cite Sénèque qui dit que l'homme heureux n'est pas l'homme qui rit, mais celui dont l'âme, pleine d'allégresse et de confiance, est supérieure aux événements. Êtes-vous heureux? Alors, je n'avais pas lu Sénèque comme vous. Je suis heureux d'être sorti vivant et intact, physiquement, intellectuellement, d'une situation dramatique. Je suis heureux d'avoir fait un long voyage et d'être arrivé à bon port alors que je pensais que je ne terminerais pas ce voyage. S'il y a une période où je suis heureux, c'est sans doute celle-là. Je n'ai jamais été aussi heureux que maintenant. Parce qu'avant, je n'étais que stress. Oui. Et ce qu'il y a de plus fatigant, c'est de ne pas le montrer. Les gens, quand on me voit à la télévision, on a l'impression que ça se fait naturellement, tout ça. Derrière tout ça, il y a un travail gigantesque. Parce qu'il faut gommer le travail pour donner l'impression d'improviser. Donc je travaille beaucoup, d'autant que je n'ai ni prompteur ni oreillette. Donc c'est ma mémoire qui est très importante. J'avais peur de la perdre pendant ce problème de santé. Mais j'ai jamais été vraiment heureux jusqu'à maintenant à cause du stress et parce que je savais que pour espérer durer, il fallait être aussi inquiet dans le succès que dans l'échec. Tout le monde m'a dit, tu ne dors que d'un œil. Quand ça marche pour toi, inquiète-toi. Sois inquiet. Plus ça marche, et sois inquiet. Pour une raison très simple, c'est que de toute façon, tu seras obligé de t'inquiéter parce que quand ça marche, on n'a qu'une seule ambition, que ça continue. Oui. Et quand on vit d'une passion, qu'elle perdure
qu'on traverse le temps. La peur qu'on a, c'est si ça s'arrête. Comment tu vas gérer ça? Là, avant mon intervention chirurgicale, un de mes grands stress qui m'a sans doute beaucoup abîmé le cœur, c'est que je me disais, tout le monde disait, oh, quelle carrière, vous êtes là depuis longtemps. Et je disais, d'accord, mais il y a plusieurs stades dans une carrière. Est-ce que je vais un jour m'être un peu connu? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais vivre de ce métier? Et j'aimerais bien que ça fonctionne. Le jour où ça fonctionne, très bien. Mais ça va fonctionner combien de temps? Bon. Et plus ça fonctionne, puis on se dit, mais ça va s'arrêter quand? Et comment tu gères ça? Et comme je ne veux pas de... Léon Zitrone, qui était un de mes maîtres, qui était une institution, qui était la légende vivante de la télévision, qui était mon patron, il avait 50 ans, moi j'en avais 22. Je me souviens quand je suis arrivé à la télévision, c'était la semaine de ses 50 ans. Il m'avait pris sous son aile, c'était un monstre sacré. Et je lui avais dit, je m'en souviendrai comme c'était hier. Monsieur Zitrone, j'ai une question à vous poser. J'ai 22 ans. Vous en avez 50 aujourd'hui. Est-ce que je serai encore à la télévision à 50 ans? C'est-à-dire dans près de 30 ans. Il me dit, ça dépend de votre puissance de travail, ça dépend de votre capacité à rester lucide, à rester calme, et de toute façon, soyez toujours inquiet quand ça marche. Et surtout, ne ratez pas la sortie. Et lui se posait la question. Il était encore jeune, mais la plupart des gens que j'ai connus, que ce soit des chanteurs, des hommes politiques, des stars de la télévision ou de la comédie, beaucoup ont raté la sortie. Comme j'étais reporter sportif pendant des années, j'ai fait 5 Coupes du Monde, quand même, c'est beaucoup. J'ai suivi le Tour de France, j'ai fait plein de choses dans la vie, j'ai vécu plusieurs vies. Comment ne pas disputer le combat de trop? À quel moment on dit stop? À quel moment on a du mal à se regarder? Et à quel moment on a peur d'être un has-been? Donc maintenant, mon problème, ça va être de savoir, maintenant que je suis physiquement retapé, à quel moment je vais tirer ma révérence. Ni trop tôt, ni trop tard. C'est une vraie question. Quelle grande question philosophique. La question. Quelle grande question, à quel moment? À quel moment? Et il faut l'anticiper. Oui. C'est pour ça que je vais sur scène. J'ai écrit un spectacle et que je vais en faire un deuxième. Parce que ça, je sais que je ne l'arrêterai jamais. Le contact avec le public, parler au public, j'adore ça. Mon premier spectacle a été un succès, ma grande surprise. Et le deuxième sent bien. Parce que je me dis que le jour où j'arrête la télévision, on dirait il y a encore la radio. Là, je ne s'entend pas à la radio. Tant que vous avez une bonne voix, si à 80 ans vous avez une bonne voix, vous êtes un performant à la radio. La télé, c'est autre chose. La télé, c'est une loupe terrifiante. Donc à quel moment, j'espère avoir la sagesse de prendre la décision de dire voilà. Il ne suffit pas de se dire est-ce que ceux qui m'aiment vont oser me dire qu'ils me trouvent un peu diminué? Est-ce que c'est pas mieux de m'en apercevoir moi-même? Donc j'espère avoir la lucidité de me dire voilà, je me regarde pour la dernière fois. Parce que c'est vieillir, c'est pas. On ne peut pas faire autrement. Alors les femmes et les hommes, paraît-il, ne sont pas égaux devant l'âge. Il n'empêche que pour un homme de télévision, qui est une loupe incroyable, l'âge, ça se voit. Oui. Donc c'était mon angoisse. Quand je suis revenu après mes malheurs, mes problèmes de santé, je me disais, est-ce que je vais être... Est-ce qu'on ne va pas se dire, on m'a trouvé fatigué, mais on ne va pas encore trouver diminué. Puis je me suis amélioré physiquement, et ça ne se voit pas trop. Mais le problème, c'est ça. À quel moment on s'en va? Quand on était dans la lumière, à quel moment on quitte la lumière, on rentre dans l'ombre, sans être malheureux. J'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait de la lumière à l'oubli. C'était pas la lumière et l'oubli, c'est le passage de la lumière à l'oubli. Quand les feux commencent à s'éteindre, que la lumière commence à diminuer, la flamme commence à raccourcir et vous allez rentrer dans l'ombre. Quand vous tombez du train, du TGV, est-ce qu'un autre TGV repassera ou est-ce que vous prendrez un TER?
est-ce que vous irez en première, en deuxième classe, vous serez toujours dans le wagon de tête, si j'ose dire. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup appris du sport. Donc j'espère, alors là, cette question-là qui était existentielle, je me la suis posée beaucoup. Et puis après mon problème cardiaque, je ne me la posais plus puisque je pensais que je ne reviendrais plus. Comme je suis revenu, et apparemment, personne, tout le monde me dit, quand on t'entend parler, quand on te voit aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que tu as traversé tout ça. On ne peut pas imaginer que il y a encore 6 mois, tu es entre la vie et la mort avec le risque d'amputation. Donc voilà, la vraie question, faire une belle fin. Faire une belle fin. Partir en beauté. Quelle leçon de vie vous nous offrez, Michel Drucker. Non seulement vous nous offrez une leçon de vie, mais vous êtes, par votre personne, une leçon de vie. Vraiment, je ne me rends pas bien compte. On ne se voit jamais avec le regard des autres. Oui. Ce que je sais, c'est que je me surveille, car j'espère ne pas changer. Ne changez pas. Et j'espère surtout garder cette lucidité et cette humilité, puisque c'est mon père qui nous a transmis ça. Il n'y a rien de plus terrible, je le vois, moi, de voir quelqu'un qui n'était rien, qui a commencé à être célèbre, à être riche sur tous les plans, à devenir quelqu'un d'important, et qui change. Et quand j'entends souvent, à juste titre, dire de quelqu'un, un acteur, un homme de télévision, un homme politique, il a le melon, il a changé, il a la grosse tête, il n'est plus le même. Souvent je le constate, et j'ai dit pourvu que je ne sois pas comme ça et que je ne m'en suis pas rendu compte. Et ça, c'est très sournois parce que c'est très difficile de garder les pieds sur terre quand on vit dans un univers où on n'a pas les pieds sur terre. Michel Drucker, je vous aurais écouté encore beaucoup d'heures. Une dernière question à tous les milliers de jeunes qui vous regardent aujourd'hui. Quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir? Je n'ai pas de leçon à vous donner. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une passion. Et vivez tout ce que vous entreprenez avec passion. On disait toujours, à mon époque, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Si vous avez un vrai courage, une vraie ambition, une grande puissance de travail, si vous êtes capable de vous lever tôt, de vous coucher tard, si vous êtes sérieux, si vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, si vous fréquentez des gens qui vous tirent vers le haut, qui vous apprennent des choses, alors déjà, vous êtes sur la trajectoire de quelqu'un qui est en train de réunir toutes les conditions pour réussir. Tout dépend de ce que vous appelez réussir. Et si déjà, vous pouvez vivre de votre passion, quelle qu'elle soit, déjà, vous aurez fait le plus gros. Mais surtout, il ne faut pas vous décourager et il faut travailler. Il n'y a pas d'autre solution. Et pas forcément être un bon élève. Le nombre de gens qui ont réussi qui n'étaient pas de bons élèves. Essayez quand même d'avoir des diplômes, ça peut être utile. Mais les années perdues, souvent ne se rattrapent pas. Et si vous voulez rattraper les années que vous n'avez pas consacrées aux études parce que vous étiez insouciant, pour les rattraper, il faut se fabriquer d'autres prothèses. Je ne dis pas qu'en dehors des diplômes, il n'y a pas de salut. Je veux dire que les diplômes, ça peut servir, mais essayez d'entrer dans la vie réelle le plus tôt possible. Moi, je suis un exemple particulier, puisque je suis un autodidacte. J'ai voulu rentrer dans la vie active très tôt. J'ai voulu voir ce que vivait la vie des gens, les gens normaux, quand j'avais 16 ou 17 ans. Je voulais être confronté à la vie de tous les jours. Alors ça m'a pris du temps, durant lesquels j'aurais dû faire des études, mais j'ai beaucoup appris. Et puis soyez curieux de tout. Et puis regardez les autres. Regardez vivre les autres. Et vous trouverez votre voie. Vous trouverez. Un jour vous aurez une idée. Si vous aimez les autres, il faut faire un métier où on s'occupe des autres. Moi, si je n'avais pas fait ce métier, j'aurais été près des gens. Voilà. En ce moment, si je me dis qu'est-ce que je vais faire, je vais m'arrêter,
En ce moment, je communique beaucoup avec les résidents des EHPAD. Il y a 7500 EHPAD en France. J'ai communiqué avec eux pendant le confinement. Allez voir les autres. Voilà. Et il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas passer une journée à s'ennuyer. Mais vous trouverez. Je suis sûr que dans chacun de nous, il y a un don. Il y a quelque chose. On est fait pour quelque chose. Et puis surtout, ben, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Et fréquentez des gens qui vous tirent vers le haut. Allez vers des gens qui ont réussi et qui vivent des choses que vous aimeriez vivre éventuellement. Mais allez toujours vers ce qui vous fait franchir une étape supplémentaire. Michel Drucker, merci infiniment. Merci de m'avoir reçu. Permettez-moi de terminer avec Jean d'Ormesson, que vous avez connu. L'éternité, c'est ce qu'il y a de plus fragile, c'est du papier. Qu'est-ce qui reste du passé? Non pas les idées parce qu'elles s'envolent, mais des mots écrits. Merci Michel Drucker d'avoir écrit vos mots sur votre livre, Ça ira mieux demain. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et surtout, Michel Drucker, merci de m'avoir reçu. À très bientôt. Infini, merci. À très bientôt. À très bientôt. Voilà.